Plusieurs pays européens et occidentaux affichent leur soutien militaire à l'Ukraine, à l'instar du Danemark, de l'Espagne ou des États-Unis. Alors que Moscou assure avoir pris le contrôle total de Mariupol, Washington juge cette annonce contestable. Le président ukrainien lance un appel pour une aide financière internationale. L'Organisation mondiale de la santé alerte l'Union européenne sur les besoins psychologiques à apporter aux réfugiés ukrainiens qui fuient la guerre. Selon un sondage, en cas de référendum en Serbie, il y aurait plus de Serbes opposés à l'adhésion de leur pays à l'Union européenne que de Serbes favorables. La première ministre danoise Mette Frederiksen et son homologue espagnol Pedro Sánchez ont rencontré Volodymyr Zelensky ce jeudi à Kiev. Les deux dirigeants européens ont renouvelé leur soutien, notamment militaire, au président ukrainien. Mette Frederiksen et Pedro Sánchez se sont également rendus à Borodianka, près de la capitale, où les corps de 9 civils ont été retrouvés la veille. L'un des messages du Danemark est que nous comptons livrer encore plus d'armes à l'Ukraine, car c'est ce dont elle a le plus besoin. Un navire de la marine espagnole a quitté l'Espagne à destination de la Pologne, chargé de 200 tonnes de munitions modernes et de matériel. Le navire transporte 30 camions, plusieurs véhicules spéciaux de transport lourd et 10 petits véhicules chargés de matériel militaire qui sera transféré en Ukraine. Ce jeudi toujours, les États-Unis ont également annoncé plus de 730 millions d'euros d'aide militaire supplémentaire pour Kiev. J'annonce aujourd'hui 800 millions de dollars supplémentaires pour renforcer la capacité de l'Ukraine à combattre dans l'Est, dans la région du Donbass. Ce paquet comprend des armes d'artillerie lourde, des dizaines de mortiers et 144 000 munitions pour ces mortiers. Il comprend également davantage de drones tactiques. L'Allemagne, sous le feu des critiques pour sa réticence à livrer des armes à l'Ukraine, s'est engagée de son côté à approvisionner militairement les alliés est-européens qui fournissent des armes aux Ukrainiens. Après presque 2 mois de siège, Mariupol est tombé aux mains des Russes. C'est en tout cas ce qu'a affirmé jeudi le président Vladimir Poutine, qui revendique la libération, selon ses mots, de cette ville portuaire du sud de l'Ukraine. Moscou a publié cette vidéo affirmant que l'ensemble du territoire avait été conquis, mais il est impossible de vérifier où elle a été filmée. Le président américain Joe Biden a pour sa part estimé que cette annonce était contestable. Selon Washington, les forces ukrainiennes ne cèdent pas, notamment dans l'usine d'Azovstal, où se trouvent toujours 2000 soldats. Le président ukrainien a lui déclaré que le Kremlin avait refusé sa proposition de cessez-le-feu dans l'est du pays. Malheureusement, la Russie a rejeté l'offre d'établir une trêve de Pâques. Cela montre bien comment les dirigeants de cet État se situent réellement par rapport à la foi chrétienne, par rapport à l'une des fêtes les plus joyeuses et les plus importantes. Mais nous gardons espoir. L'espoir de la paix, l'espoir que la vie vaincra la mort. Jeudi, Volodymyr Zelensky a également demandé une aide financière internationale, estimant que son pays avait besoin de près de 6,5 milliards € par mois pour compenser ses pertes économiques. Dans l'est de l'Ukraine, les Russes continuent leur progression. Kiev a indiqué que des dizaines de localités étaient tombées aux mains des troupes de Moscou. Sur le front nord, Kharkiv continue de subir les bombardements de l'artillerie russe. Au moins 2 personnes ont été tuées et 5 autres blessées après plusieurs bombardements dans la partie est de la ville. Les forces russes n'ont pas réalisé de percées majeures et n'ont pas non plus démontré une nouvelle capacité à réaliser de multiples avancées simultanées et réussies. C'est la dernière évaluation de la situation sur le terrain par l'Institut pour l'étude de la guerre. Regardons ce qui se passe dans l'est du pays. Ici, les forces russes ont quitté les zones de rassemblement du Donbass. Ce mouvement a été couplé à des niveaux élevés d'activité aérienne visant à fournir un soutien. Kharkiv a fait l'objet de bombardements incessants sur les zones civiles, selon le maire de la ville. À Izoum, le ministère ukrainien de la Défense affirme que ses troupes ont repoussé une attaque russe. Les forces russes se dirigent vers la ville de Kramatorsk qui continue de subir des attaques à la roquette persistantes, selon le ministère britannique de la Défense.
À Mariupol, les combattants ukrainiens continuent de résister. Dans la scierie d'Azovstal, la vice-première ministre ukrainienne Irina Vereshchuk a lancé un appel urgent pour la mise en place d'un corridor humanitaire permettant d'évacuer les civils et les soldats blessés de cette zone industrielle. La lutte pour Mariupol a épuisé des ressources vitales et immobilisé des troupes russes qui pourraient être utilisées pour poursuivre des objectifs plus larges dans l'Est. La Russie souhaite vraisemblablement démontrer des succès significatifs avant ces célébrations annuelles du 9 mai. Moscou a annoncé qu'elle prévoyait d'organiser le défilé du jour de la victoire le 9 mai à Mariupol, théâtre des combats les plus violents et de la pire catastrophe humanitaire, où 95% de la ville a été détruite par les bombardements et où plus de 20 000 personnes ont été tuées. Des millions d'Ukrainiens cherchent refuge en Europe. Mais cette fuite causée par la guerre n'est pas sans conséquences pour la santé mentale de ces personnes déplacées. Selon l'Organisation mondiale de la santé, c'est une crise qui s'ajoute aux difficultés psychologiques provoquées par la pandémie de Covid-19. C'est véritablement une crise qui s'ajoute à une autre crise. Bien sûr, ce que les gens vivent actuellement en Ukraine est d'un niveau totalement différent. Certains ont été témoins d'atrocités. Certains ont connu la mort au sein de leur famille et de leurs proches. Le voyage lui-même, quitter la maison, laisser les hommes de la famille derrière, ne pas savoir s'ils seront réunis à nouveau, se retrouver ensuite dans un camp de réfugiés. Tout cela a un impact énorme sur la santé mentale des personnes. La Commission européenne a débloqué 9 millions d'euros pour apporter une aide psychologique. De nombreuses personnes souffrent de stress post-traumatique. L'enjeu est maintenant de savoir comment utiliser efficacement cette enveloppe. De nombreux pays ont déjà mis en place des systèmes pour permettre aux réfugiés ukrainiens d'avoir accès aux services de santé, y compris une aide psychologique. Mais vous avez raison, les services de santé mentale étaient déjà soumis à une forte pression avant même la pandémie. Nous n'avons pas pu répondre aux besoins de la région européenne. Avant même la pandémie, pendant la pandémie, les besoins ont augmenté partout. Le bon côté des choses, c'est que la prise de conscience de la nécessité d'investir dans la santé mentale, dans la prévention, la promotion et les services, tout cela a progressé de façon sans précédent. De son côté, le Parlement européen demande plus de soutien pour la santé et le bien-être des femmes et des filles qui fuient la guerre en Ukraine et de garantir l'accès à l'éducation, à la santé, au logement et de pouvoir accéder au marché du travail. Selon un sondage réalisé par Ipsos, en cas de référendum, 44% des citoyens serbes s'opposeraient à une adhésion de leur pays à l'Union européenne, seuls 35% seraient pour. Pour le président qui vient d'être réélu, cette baisse de l'intérêt des Serbes envers l'UE serait partagée par son parti, c'est ce qu'il a répondu à Euronews. Je crois que la Serbie a sa place dans l'Union européenne. Nous devrions poursuivre notre chemin européen et nous devrions nous battre pour un cheminement digne en direction de l'Europe. Nous devons conserver notre indépendance dans la prise de décision, au moins jusqu'à ce que nous devenions membres de l'UE. Les résultats de cette étude ont été publiés au moment où le Parlement européen dit regretter que la Serbie ne se soit pas conformée aux sanctions de Bruxelles après l'invasion russe en Ukraine. Mon opinion est que ce sondage a été réalisé pour analyser les effets d'une possible décision du gouvernement serbe d'imposer des sanctions à la Russie et d'accepter toutes les mesures restrictives imposées par l'UE à la Russie. Selon des sondeurs et des experts, la baisse du soutien de la population à l'adhésion à l'Union européenne devrait influencer les orientations du futur gouvernement serbe.